La suite de Punchline en direct sur CNews et sur Europe 1 avec toujours Pascal Bito-Panelli, Gilles Mihaeli, Joseph Touvenel, Naïma Mfadel, Axel Ronde et Franck Tapiro. Les villes moyennes désormais touchées par l'ultraviolence. Un jeune homme de 16 ans de nationalité turque a été tué à l'arme blanche lundi dernier. Hébergé dans un foyer du département, la victime s'est effondrée après avoir reçu 2 coups de couteau dans le dos. Plusieurs suspects, tous des mineurs isolés pakistanais, ont été placés en garde à vue. Écoutez ce sujet de Jules Bedeau, Justine Cerquera et Célia Gruyère. Je vous donne la parole juste après. C'est sur la place Winston Churchill à Limoges qu'une rixe entre bandes a éclaté ce lundi. Un mineur isolé turc âgé de 16 ans est décédé après avoir été blessé à l'arme blanche. Il était accompagné de 3 autres mineurs turcs quand ils se sont fait prendre à partie par un autre groupe. Vers 17h30, travaillant au bureau, j'ai entendu des bruits, des exclamations. Donc je suis venu voir à la fenêtre. Et là, j'ai vu un groupe de 5-7 personnes contre un groupe de 3 personnes qui avaient tous enlevé leur ceinture en cuir et qui se donnaient des coups de ceinture en cuir violemment. Il y en a même un du groupe des 3 qui est tombé par terre et qui a été lapidé au sol, enfin à coups de ceinture et tout ça. Et les 2 groupes, ce que j'ai vu après, les 2 groupes se sont séparés. Le groupe de 3 est parti dans la rue en face et le groupe de 7 est parti direction Place d'Aisne. 5 suspects, des mineurs pakistanais SDF âgés de 15 à 17 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Tous nient leur implication quant au coup mortel porté à la victime, mais reconnaissent leur présence sur le lieu des faits. Pour ce témoin, ce genre de scène est habituel sur la place. 3-4 fois par semaine, il y a des altercations violentes sur cette place, à divers niveaux, mais voilà. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Limoges. Des personnes impliquées dans la rixe sont toujours activement recherchées. Axel Ronde, on nous dit que ce type de violence est habituel dans ce quartier de Limoges et c'est encore plus terrifiant. Comment la police intervient dans ce type d'événement ? Elle intervient quand on nous appelle déjà, le plus rapidement possible. Mais on le voit bien, actuellement, la société française, il y a beaucoup plus de violence. Violence qui est due aussi à la drogue, parce qu'on n'en parle pas assez. Mais c'est vrai que ce sont des comportements, ces individus, quand ils basculent dans la drogue, ou sous des ballons, le protoxyde d'azote pose problème, ce gaz, qui est hilarant à la base, mais quand ils en utilisent énormément, quand ils en inhalent énormément, ça les rend un petit peu invulnérables, ils se sentent un peu tout-puissants, avec un mélange d'alcool, et on se retrouve avec des individus qui sont porteurs de couteaux et vont commettre soit des exactions parce que soit ils veulent voler, soit c'est des règlements de compte. On le voit aussi, beaucoup de règlements de compte entre bandes rivales, et ça crée des drames, et c'est des jeunes de plus en plus, finalement, qui n'ont pas peur d'utiliser les couteaux. Et c'est un petit peu... nous, on a des difficultés parce qu'on demande aux policiers, finalement, d'arrêter les contrôles d'identité. Dans notre pays, de plus en plus, on nous dit ça pose problème, ces contrôles de police. Pour quelle raison ? Ça, soi-disant, ça discrimine certains jeunes parce qu'ils se sont tout le temps stigmatisés, parce qu'on va contrôler dans certaines zones des personnes qu'on connaît finalement, qu'on sait qui risquent de basculer dans la délinquance. Parce que les policiers savent très bien un petit peu dans leur zone où ils travaillent qui sont les récurrents. Parce que malheureusement, on voit bien qu'on interpelle une personne, on l'interpelle 5, 6, 7, 10 fois, ils sont connus des services de police. Et nous, préventivement, on va les contrôler. Parce que quand on fait un contrôle d'identité, on fait une palpation de sécurité. Quand il fait une palpation de sécurité, on va sentir si oui ou non il a une arme sur lui. Le but, c'est de retirer cette arme, de l'interpeller et éviter qu'il y ait des exactions et des crimes, comme on peut voir. Donc, il y a certains partis politiques ou certaines associations qui critiquent l'action de la police nationale, alors que nous connaissons, nos territoires. Nous savons comment on doit se faire. Faut arrêter de penser que les policiers font ça par hasard. Nous, on connaît très très bien nos individus, on sait très bien qui ils sont, et quand on va contrôler, c'est pour leur dire on est présent, faites attention. On sait, parce qu'on a aussi de l'information, qu'il va y avoir une bande qui vont s'affronter entre eux. On le sait très bien, entre quartiers, on le sait ça. On nous communique, donc on va accentuer des patrouilles sur ces endroits, et dès qu'on va repérer les personnes qu'on connaît, on va les contrôler. Mais je vous dis, nous, on nous accuse toujours, à chaque fois qu'il y a un problème,
que c'est les policiers parce qu'on va faire des contrôles sur des personnes, parce que c'est toujours les mêmes et qu'on va nous accuser de tout. Et ces jeunes vont aussi se plaindre. Ils vont se plaindre à la justice, à l'IGPN, et ça va faire des enquêtes et ça va encore nous mettre des bâtons dans les roues quand on veut finalement faire d'autres métiers à bien dans certaines zones, bien évidemment. Joseph Touvenel, on imagine aussi la détresse des habitants de ces quartiers qui, du jour au lendemain, se retrouvent au milieu de... Axel Ronde nous le disait, de règlements de compte, de bandes qui s'affrontent. Ça doit être terrible d'habiter au milieu de ça. Pour ces habitants, c'est le quotidien. Il faut voir que là, on a c'est le quotidien, mais depuis pas longtemps, parce que jusque-là, c'était des villes qui avaient quand même plutôt bonne presse. Années. Mais on a le drame d'un jeune de 16 ans qui est mort, poignardé. Mais les 5, alors ils ont été repérés par les caméras, hein, donc on sait qu'ils étaient sur le lieu. C'est pour ça qu'ils ont été arrêtés. 5 SDF. C'est-à-dire, comment vivent-ils ? Normalement, s'ils sont mineurs, considérés comme mineurs, ils ne sont pas SDF. Mais là, on nous dit qu'ils sont... Mais ça veut dire qu'ils refusent d'être dans... Non, mais ça veut dire qu'ils refusent d'être dans tout centre, dans tout accueil, etc. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont partis, mais ils ne peuvent vivre, ils ne peuvent vivre des foyers, que de vol, que de délinquance. Et on voit la gravité du problème. Alors, c'est l'enfer pour les habitants qui n'osent plus sortir, qui... évidemment, il y a la délinquance parce qu'eux, ils veulent vivre. Donc, ils vont voler pour vivre. Bien sûr. Et si je multiplie cet exemple sur l'ensemble du territoire, il n'y a pas de solution toute faite. Mais on voit là vraiment la difficulté du problème et qui n'est pas qu'une affaire de police, ni même une affaire de justice. C'est une affaire qui doit être prise globalement et il faut avoir conscience que ce sera très, très difficile à régler. Là, une des solutions déjà, c'est d'arrêter d'en faire rentrer. Qu'on règle déjà les problèmes avec ceux qui sont là, plutôt que de continuer à ouvrir les portes. Naïma, un dernier mot sur ce sujet que vous connaissez très bien, hein, puisque concerne les mineurs. On parle de mineurs étrangers non accompagnés. Faut-il que ce soit réellement des mineurs aussi ? Oui, et qu'on ait le droit de vérifier, sauf qu'on n'a pas Sauf qu'on ne le fait pas. Et oui, parce qu'il faut demander une autorisation au juge et que les juges, de toute façon, le refusent. Et attendez, autre chose, c'est qu'on demande à l'individu s'il est d'accord pour qu'on puisse vérifier s'il est mineur. Alors qu'on sait qu'il y a évidemment un intérêt pour eux de se faire passer pour mineurs. Ils refusent et on ne peut rien faire. C'est pour ça que je vous dis que c'est kafkaïen cette histoire, parce qu'aujourd'hui on accueille des jeunes dits mineurs non isolés qui en réalité on ne sait pas s'ils sont mineurs et qu'en plus on n'est pas en capacité de les accompagner, de les insérer, etc. Et qu'en plus, on les répartit dans des zones où ils ne sont pas en capacité, encore une fois, de pouvoir gérer ces jeunes-là. Donc, on marche sur la tête. Et effectivement, aujourd'hui, les départements ne peuvent plus pécuniairement parce qu'un jeune mineur isolé, c'est 50 000 € quand même. Et en 2020, je vais vous donner juste ce chiffre. En 2020, c'était l'Institut Montaigne qui avait fait un rapport. Il y avait environ 40 000 jeunes. Aujourd'hui, c'est plus de 70 000.